Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Karine Jakov, la directrice des événements du salon Talents for the Planet, dédié aux métiers de la transition écologique et sociétale. Notre débat, il portera sur la scolarisation des enfants placés pour briser la spirale de la précarité. Les 2/3 des enfants pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, sont en retard scolaire et 45% des personnes en situation de sans domicile fixe sont passées par l'ASE. Et puis dans notre rubrique Start-up, vous découvrirez les emballages éco-responsables de C2K Industrie. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Karine Jakov. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice des événements de Talents for the Planet, salon coproduit par AEF Info et ProDurable, 5e édition qui se tient le 19 mars au Parc Floral de Paris. C'est quoi la mission, l'ambition de ce salon ? Le salon Talents for the Planet, il a été créé pour parler à la fois de compétences, de métiers pour la transition et aussi d'offrir au grand public de façon intergénérationnelle un temps d'inspiration assez unique, puisqu'on a à la fois une très grosse programmation et des exposants, des stands qui sont là au service et au contact des personnes. Donc c'est beaucoup de temps de convivialité, c'est beaucoup d'énergie collective et c'est un peu ça qui préside aux missions de Talents for the Planet. À qui il s'adresse ce salon ? Vous dites grand public, mais peut-être un peu plus spécifiquement aux étudiants ? Évidemment aux étudiants, mais aussi beaucoup à des jeunes ou des moins jeunes qui sont dans leur carrière et qui se posent la question du sens. Et aujourd'hui, on ne peut que se poser la question du sens par rapport à son emploi et par rapport à finalement à la mise en cohérence entre ses aspirations individuelles et le collectif. Bien sûr, avec un questionnement qui a été accéléré par la crise et la parenthèse Covid. J'imagine que vous en avez vu peut-être les effets dans un salon comme le vôtre ? En fait, on a créé Talents à la suite de la crise Covid, précisément parce que dans le cadre de ProDurable, qui est le grand événement B2B des solutions pour la transition, on ne répondait pas complètement à notre désir d'adresser le grand public et d'apporter des solutions au grand public. Donc notre objectif, c'était finalement d'avoir un deuxième format qui interroge les sujets métiers, les sujets compétences. Et il y a une vraie aspiration, à la fois à l'engagement, mais en même temps, comment est-ce qu'on réinjecte cet engagement qu'on peut avoir dans le cadre d'une association, par exemple, dans son monde professionnel. Et dans ses choix professionnels. 69% des étudiants souhaitent que leurs études les forment mieux aux enjeux de la transition écologique. C'est AEF Info qui donne ce chiffre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grandes écoles, les universités, elles ont pas suffisamment pris ce virage. Elles l'ont pris, on a reçu beaucoup de représentants de grandes écoles et d'universités. Je pense que elles ont bien compris que leurs étudiants étaient en demande. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'elles n'ont pas suffisamment pris le virage ? Je pense qu'elles l'ont pris. Elles l'ont réellement pris, à la fois de façon très précise et nichée pour certaines. Et on sait qu'à partir de 2025, à la rentrée prochaine, toutes les formations de premier cycle du monde universitaire, par exemple, auront un temps spécifique dédié dès le premier cycle, en fait, sur ces sujets de transition. Il y a une espèce de tronc commun, de connaissances communes de tous les étudiants sur les enjeux de la transition environnementale et sociétale. Finalement, et d'une certaine façon, c'est un énorme saut, puisque ça suppose que générationnellement, on embarque tout le monde, on embarque toute la cohorte sur ces enjeux en termes de formation. C'est un peu comme si toute une génération faisait la fresque pour le climat. Je schématise, mais c'est un peu l'idée. Cette 5e édition du Salon Talents for the Planet, alors vous nous l'avez un peu décrit, mais qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Alors, il y a des conférences notamment. Donc, un gros effort sur les conférences avec toujours à la fois bien sûr des keynotes brillants, inspirants et des temps aussi un petit peu plus légers. Donc ça, on va démarrer le salon en poésie. Donc oui, c'est un tout petit peu un pas de côté par rapport à ce qu'on fait d'ordinaire. Mais aussi, donc, je pense que ce qui fait la caractéristique en fait de Talents par rapport à plein d'autres événements,
Il y a plein d'autres événements sur les sujets et c'est très bien parce qu'on a besoin de ça en ce moment. Mais ce qui fait sa singularité, me semble-t-il, c'est qu'il y a aussi un aspect finalement assez praticien. On met en coordination à la fois des gens qui peuvent être de grands chercheurs et des personnes qui sont en capacité en fait de réinjecter les choses dans leur pratique professionnelle. Donc on a un niveau volontairement 360 aussi sur les thématiques. Donc finalement, on traite l'ensemble des thématiques de l'économie et de la société aujourd'hui. Mais est-ce que ces métiers de la transition, ils sont toujours aussi recherchés? Parce qu'on est dans une drôle de période quand même, avec ce sentiment d'un coup de frein sur les ambitions environnementales, certainement lié aussi aux résultats d'un certain nombre de scrutins en France, en Europe ou aux États-Unis. Donc est-ce que dans le public qui vient à un salon comme celui-là, il y a toujours autant de demandes? Alors le sujet, c'est pas forcément... Ou est-ce qu'il y en a certains qui se disent « Ah tiens, c'était une mode, c'est passé » quoi. C'est tout sauf une mode, on est d'accord. C'est tout sauf une mode, donc c'est une tendance de fond. Ouais. Il ne s'agit pas seulement de traiter des métiers de la transition type directeur RSE. Le sujet, ce n'est pas en fait d'avoir 60 millions de directeurs RSE en France. En revanche, c'est que chaque Français puisse, dans son métier, quel qu'il soit, avoir conscience des enjeux de la transition. Et c'est ça que fait Talents, en fait. Ouais. Talents accompagne, et là-dessus, je pense que l'enjeu, que ce soit pour les entreprises, les associations, les formations qu'on accueille, et pour le public, c'est le même. Et on s'aligne là-dessus. C'est aussi être conscient et parfois faire évoluer son métier. C'est-à-dire que c'est pas forcément un nouveau métier, mais c'est un métier existant qui se réinvente. C'est aussi ça ce qu'on... C'est le faire évoluer, c'est prendre des décisions en conscience. En fait. Avec la contribution de lycéens dans le cadre de Talents for the Planet, près de 500 lycéens qui ont planché sur les métiers qu'ils imaginent pour demain. Alors, qu'est-ce qui ressort de leurs travaux? Ce qu'ils vont, en fait, la proposition qu'on a faite à la région académique, c'était d'avoir un rendez-vous justement avec les lycéens qui soit plus interactif que ce qu'on peut, mettre en place par ailleurs. Donc, l'idée, c'était surtout de ne pas avoir une information descendante, mais de les mettre soit dans une construction de dystopie du type les JO en 2048, comment on fait, comment vous imaginez les choses compte tenu des enjeux. Les sujets aussi d'IA et de comportements digitaux. On sait que les lycéens, et là on n'est pas forcément sur l'angle métier, mais on est aussi sur l'angle usager. Les lycéens, c'est des gros consommateurs d'outils numériques. Donc attirer leur attention et leur faire comprendre finalement les enjeux derrière et le coût d'un prompt versus ou le coût de visionner en direct un film sur son téléphone portable, c'est intéressant parce qu'on forme des citoyens aussi en fait. Et donc c'est un peu ça l'enjeu. Donc on est très content parce qu'il y a eu une réelle adhésion des équipes enseignantes sur le principe et donc c'est un peu notre première. Mercredi prochain, on va accueillir ces 500 lycéens avec des ateliers, un jeu de piste et l'arbre des engagements où on va leur proposer de s'engager concrètement sur une action. Est-ce qu'il lance des défis d'une certaine façon à notre génération, aux chefs d'entreprise, aux collectivités locales? Est-ce que c'est aussi cette tonalité-là qu'on va ressentir? Pour le coup, OK boomer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ils sont dans une position OK boomer. Après, ils ont comme nous la problématique de la cohérence. Et je pense que le sujet, notre gros défi finalement, c'est la cohérence. Je pense qu'ils ont... OK, ils vont nous remettre à notre place, on attend ça, on va le faire avec eux, c'est ça le challenge. Mais en même temps, on a aussi ils ont besoin d'informations. Il nous reste 2 minutes. Question sur le salon lui-même. Comment vous réduisez l'impact carbone d'un salon comme celui-là? Alors là, nous, on est hyper attentifs à ça. Évidemment, on le fait aussi sur ProDurable. Donc on essaie d'être cohérent. Je veux dire, la cohérence, et là, ça... Voilà, c'est une discipline de chaque instant. On enlève la moquette. Évidemment, pas de bouteilles d'eau. On a des fontaines à eau. Donc tout ça est... on incite tout notre écosystème à venir avec sa gourde. Donc ça, c'est des petites actions. On essaie d'être très vigilant aussi sur notre com digital, de ne pas être trop inondant.
ce qui, voilà, on le maîtrise et on le voilà. Tout en se faisant connaître, hein, quand même. Voilà. Et cette année, on va essayer d'avoir notre vrai bilan carbone pour le grand public. Et j'ajoute que ça, c'est une démarche qu'on applique petit à petit sur l'ensemble des événements d'AEF. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir des événements green pour des sujets green et des événements, on s'en fiche, pour des sujets généraux. Et est-ce que vous voyez le progrès en 5 éditions? Est-ce que vous avez réussi à baisser le bilan carbone d'un salon comme celui-là? On est de plus alors, c'est notre premier bilan carbone, donc je sais qu'on progresse, puisque clairement, typiquement la moquette, qui est une pure, qui part ensuite dans l'atmosphère directe, donc c'est one shot. Ça, on l'a supprimé de l'ensemble de nos événements, et finalement, on s'en porte tous bien mieux. Donc, oui, ça marche aussi. Merci beaucoup, Catherine Jacob, et bon salon. Donc Talents for the Planet, c'est le 19 mars au Parc Floral de Paris. On passe à notre débat, la scolarisation des enfants placés au programme. La scolarisation des enfants placés, voilà le thème de notre débat avec Corinne Guida. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de l'innovation, de l'appui et de la qualité à la Fondation Action Enfance. Et Bénédicte Galtier, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes adjointe au directeur du département Société et Politique Sociale chez France Stratégie. Il y a, Corinne Guida, 380 000 enfants qui sont suivis par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Peut-être il faut rappeler d'où ils viennent, quoi. Que leur est-il arrivé en général avant de se retrouver dans une structure d'accueil? Tout à fait. Tous ces enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance pour des faits de maltraitance ou de carence éducative importantes. Le juge des enfants a décidé de les séparer de leur environnement familial pour leur permettre de retrouver des conditions d'éducation et d'épanouissement plus satisfaisants. On en a une grosse moitié qui sont confiés en établissement, foyer, maison d'enfants ou village d'enfants et d'adolescents. Et l'autre moitié sont suivis à domicile par des travailleurs sociaux. Ouais. Avec une scolarité qui est, Bénédicte Galtier, plus difficile. En quoi elle est différente de la scolarité des autres enfants? Je crois que la principale conclusion à retenir est que les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance ont des difficultés scolaires importantes et précoces qui se voient de plusieurs manières. La première, c'est qu'ils ont très souvent redoublé. Je vous donne juste 2 chiffres. Des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance ont été interrogés en 2014 et parmi eux, 40% avaient redoublé dès l'école primaire. Si maintenant on les compare à l'ensemble des jeunes qui ont été interrogés la même année, seuls 16% avaient redoublé à l'école primaire. Ce qui veut donc dire que les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance sont 2,5 fois plus nombreux à avoir redoublé à l'école primaire que les autres jeunes. Ouais. On voit aussi qu'ils sont souvent déscolarisés avant 16 ans. 16% des enfants placés à l'ASE déscolarisés avant 16 ans, c'est 4% en population générale. C'est un autre symptôme de cette différence dont on parle. Absolument. Dans l'enquête dont je parlais, un quart des jeunes ont été déscolarisés au moins une fois pendant au moins 2 mois. À cela s'ajoute aussi le fait que les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance sont beaucoup plus souvent que les autres jeunes scolarisés dans l'enseignement spécialisé qui scolarise les élèves en grande difficulté scolaire ou en situation de handicap. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels ils sont plus en retard que d'autres? Alors les études qualitatives montrent qu'effectivement ils ont des difficultés en lecture, en écriture, en compréhension, en imagination aussi et des difficultés d'attention. Et donc vous menez des actions, notamment à la Fondation Action Enfance, pour les accompagner. Qu'est-ce que vous proposez, Corinne? On propose déjà un accompagnement quotidien réalisé par les éducateurs qui suivent la scolarité telle qu'on la suivrait à la maison. Vraiment de l'accompagnement des enfants à l'école jusqu'au suivi des devoirs en fin de journée. Mais également, on essaye de renforcer par du soutien scolaire avec des partenaires extérieurs qui individualisent beaucoup plus le suivi scolaire auprès des enfants, apprendre ses leçons, parfois apprendre à travailler, apprendre à s'organiser. Ça prend différents chemins, mais on essaye d'individualiser au plus cet accompagnement-là. Et de peut-être insuffler l'idée que l'échec n'est pas écrit. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. On a aussi de belles réussites. En effet,
On voit que le parcours de placement est compliqué et crée beaucoup de ruptures. Donc, on essaye, nous, de redonner de la stabilité, de recréer des liens dans l'environnement proche également, et de permettre aux enfants de réaliser parfois leurs rêves. C'est-à-dire en protection de l'enfance, la fin est un peu prématurée. Les jeunes quittent parfois les établissements à 18 ou 21 ans, quand dans une famille, on est plutôt autour de 25-26 ans. Donc on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Et parfois, les jeunes vont privilégier des études courtes. Nous, on est... Pour gagner leur vie le plus tôt possible. C'est ça, beaucoup ont un CAP. 30% des enfants accueillis chez nous ont un CAP, alors que dans la population générale, ça s'inverse. Il n'y en aurait que 8. Donc on essaye de permettre des études longues et de financer ces études après même l'accompagnement par l'aide sociale à l'enfance. Oui, l'idée, c'est même de définir un projet qui soit à la fois scolaire et professionnel. C'est-à-dire que l'idée de se projeter assez loin, c'est ça ? Assez loin. Alors, dans nos établissements, on appelle ça le projet personnalisé. C'est un outil, mais c'est ce qui permet vraiment, avec l'enfant, de voir ce qui lui plaît, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire, et d'adapter nos moyens en fonction de ce projet-là. Est-ce qu'il faut lutter, Bénédicte Galtier, aussi contre une forme d'autocensure ? C'est-à-dire que je suis placé à l'ASE, j'ai ce parcours familial chaotique, j'ai vécu ce que j'ai vécu, donc de toute façon, les études, c'est pas pour moi, et la réussite, c'est pas pour moi. Il n'y a pas que de l'autocensure. Quand on a interrogé les jeunes, à 17 ans, parmi ceux qui étaient encore scolarisés, 77% souhaitaient poursuivre leurs études. Or, vous l'avez dit très justement, les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance sont souvent titulaires d'un CAP et d'un BEP. Aussi parce que la logique institutionnelle fait qu'à partir de 18 ans ou 21 ans plus tard, ils ne seront plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Oui, c'est-à-dire l'ASE, ça s'arrête brutalement, et donc là, il y a un principe de réalité, quoi. Faut que je gagne ma vie, quoi. Et dans ce contexte, les professionnels de l'aide sociale à l'enfance encouragent les jeunes placés à suivre des études courtes professionnalisantes qui vont leur donner rapidement un diplôme et qui est censé leur permettre d'avoir un emploi. Et il les décourage de suivre des études longues. Ouais. Est-ce on parlait de déscolarisation tout à l'heure, est-ce que, peut-être je vous poserai la question à toutes les deux, mais est-ce que c'est possible d'anticiper le moment où la déscolarisation peut intervenir? Vous voyez ce que je veux dire? Alors on sait que les périodes de déscolarisation sont fréquentes l'année du placement, parce que les placements engendrent souvent des changements d'établissement et des retards dans les inscriptions scolaires sont fréquentes pour des questions de suivi de dossier. Donc pour éviter les périodes de déscolarisation, on pourrait essayer de limiter au maximum les retards administratifs dans les suivis de dossiers lors de changements d'établissement. Comment, Corinne Guillat, vous anticipez éventuellement chez Fondation Action Enfance ces périodes, ce risque de déscolarisation? On essaye déjà, quand c'est possible, d'accueillir les enfants à la rentrée ou à la fin d'un cycle scolaire, déjà pour ne pas casser l'année scolaire, parce qu'après c'est très compliqué de les rescolariser. Après, on mène beaucoup de partenariats avec l'éducation nationale, on travaille beaucoup avec les enseignants, on essaye de les rencontrer fréquemment, de les inviter en début d'année scolaire pour se présenter et essayer d'avoir un dialogue au maximum pour repérer tous ces risques de déscolarisation. Après, tout à l'heure, vous parliez de fin de parcours et nous, on essaye vraiment de porter le projet des enfants et des jeunes au maximum et d'encourager le rêve et des études qui ne seraient pas réalisables dans un parcours de protection de l'enfance par un dispositif Action Plus qui accompagne les jeunes après le placement. Et on a de bons résultats par ce biais-là. Ouais. Sur les rôles modèles, on emploie souvent ce terme-là, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a plein de façons de voir. Il y a les statistiques, il y a ce que disent les chiffres, et ils sont pas très rassurants, mais il y a aussi des histoires. Par exemple, je lisais l'interview d'un chef d'entreprise qui s'appelle Jonathan Angelov, qui a été un enfant placé, qui est aujourd'hui à la tête d'un empire immobilier à Paris, cofondateur d'une entreprise Aircall qui a été valorisée à 1 milliard d'euros. Bon, il prouve que c'est possible. Est-ce qu'il y a quelques rôles modèles comme ça, Bénédicte Galtier, que vous pouvez mettre en avant, et est-ce que ça marche forcément ? Alors, ces rôles modèles, on ne peut pas les voir dans les statistiques. Oui. Par contre, on a interviewé quelques jeunes qui avaient été placés. Et il y a une jeune fille qui a réussi à faire des études supérieures.
elle s'est beaucoup battue avec un parcours du combattant. Donc oui, ça existe, il y a de belles réussites, mais quand on regarde globalement les statistiques, ce sont plutôt les difficultés scolaires. Bien sûr. Je minimise pas les statistiques, mais si on essaye de créer, d'inverser la spirale négative, vous voyez ce que je veux dire, Corinne Guida, est-ce que, alors peut-être que d'ailleurs, il y a des anciens enfants placés qui s'en sont sortis, qui ont fait des études supérieures, qui ont réussi à créer une entreprise et qui veulent plus trop en parler. Je ne sais pas si ça existe aussi, ça. Oui, ça c'est très personnel, mais c'est vrai qu'on a de belles histoires, de belles aventures à raconter. Des enfants qui deviennent avocats, on a une enfant dont je me souviens qui souhaitait vraiment intégrer une école de mousse à Brest. Nous étions en Seine-et-Marne, très compliqué, et pourtant on l'a accompagnée à trouver un hébergement, une alternance, à revenir au village d'enfants et à suivre sa formation. Et pour moi, c'est une belle réussite puisqu'on est allé dans le sens de ce que souhaitait cet enfant et qui a trouvé sa place, qui a une fierté à réaliser ce métier, à être sur son bateau. Est-ce que, Bénédicte Galtier, les difficultés scolaires ou la déscolarisation sont moins fréquentes quand l'enfant est placé dans une famille d'accueil plutôt que dans une structure ? Alors, ce que l'on observe, c'est que la scolarité tend effectivement à être reléguée au second plan dans les établissements, alors que certaines familles d'accueil s'impliquent au quotidien dans le suivi scolaire et dans l'accompagnement aux devoirs, et certaines mettent en place une organisation de vie autour de la scolarité, que ce soit pour les horaires de coucher, un temps dédié au travail scolaire. Certaines familles d'accueil prodiguent également des encouragements aux jeunes dont elles ont la charge, et elles nourrissent des attentes élevées, et tout ça crée un cadre qui est favorable à la réussite scolaire, alors que les jeunes en établissement vivent dans un environnement qui est peu propice au travail scolaire. L'aide sociale à l'enfance, Corinne Guida, l'ASE, c'est un service public sous-doté ? Mais en tout cas, sur l'accompagnement scolaire, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup l'appel aux dons pour financer tout ce soutien scolaire. Il est assez peu pris en charge par l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. On peut développer aussi le mentorat pour les jeunes et les accompagner dans leur scolarité, dans la recherche de stage, qui est plus compliqué aussi pour un enfant placé qui a moins de réseau autour de lui. Toutes ces actions favorisent vraiment, porte l'ambition scolaire. Je crois que quand on parlait famille d'accueil, établissement, il est nécessaire qu'on porte tous cette ambition pour les enfants. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou de cadres de dirigeants d'entreprise qui nous regardent. Ils peuvent vous aider ? Tout à fait. Ils peuvent travailler avec nous sur le mentorat, sur le partenariat. On développe complètement ces actions-là qui sont importantes pour les enfants accueillis. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups et aux innovations avec Antonio Coelho. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de C2K Industrie. On va parler d'une innovation dans le domaine du carton ondulé. Alors, quelle est cette innovation? De quoi on parle? Expliquez-moi. Alors aujourd'hui, effectivement, nous avons un concept qui est assez innovant, voire même révolutionnaire, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, nous avons sur le marché, en règle générale, du carton avec des ondulations qui vont de 1, 2, voire jusqu'à 6, 7 mm. Voilà. Nous, effectivement, notre concept, c'est que nous avons réalisé des ondulations comme celle-ci. Voilà, comme celle-ci, une ondulation de 12 mm auquel nous pouvons aller jusqu'à 20 mm. Et alors, qu'est-ce que ça change, le fait d'avoir une ondulation plus importante dans un procédé de carton? Alors, déjà, si vous voulez, c'est surtout, principalement, dans un cadre écologique.
Pourquoi écologique? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez, et je prends un exemple, un carton qui fait 5-6 mm, pour avoir des cartons qui font 15 mm, voire 20, puisque là vous avez 20 mm, c'est-à-dire que pour faire 20 mm, vous avez 7 feuilles de papier. D'accord, je comprends. Là, vous en avez ici, que... Nous en avons que 3. D'accord, Voilà. ok. Alors, que 3. Alors, cela se traduit tout simplement par, un gain de matière par rapport à un volume identique. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un ratio de réduction de matière de 80%. Voilà. Alors, l'effet environnemental se poursuit. Pourquoi? Parce que vous avez une réduction également du CO2, puisque moins de matière. Et je dirais que notre révolution également se produit dans la fabrication du carton. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, pour fabriquer, comme vous le voyez ici, l'ondulation, il faut passer par des cylindres chauffés par de la vapeur d'eau. Qui dit vapeur dit beaucoup d'eau et de l'énergie. Énergie, gaz, électricité et autres. Et nous avons effectivement fait un procédé à froid. Et aujourd'hui, c'est révolutionnaire parce qu'au niveau environnement... Beaucoup moins d'eau ou pas d'eau du tout? Pas d'eau du tout. Et moins d'électricité Pas d'électricité, sauf l'électricité, enfin l'énergie en l'occurrence, qui permet de faire avancer la machine. Alors, et là, c'est tout à fait révolutionnaire. C'est un procédé qui a été développé, où ça? En Italie, c'est ça? Alors, ça a été développé par la société Griffal en Italie depuis plusieurs années, effectivement. Et le procédé qui a été développé, alors c'est déjà le concept, ce sont les machines qui appartiennent également à Griffal, et la production de la matière première, c'est-à-dire que des rouleaux et des plaques en grande longueur. Et ensuite, vous avez d'autres machines qui permettent tout simplement de transformer le produit. Et à qui s'adresse ce produit révolutionnaire? Alors aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes déjà présents dans pratiquement pratiquement tous les secteurs d'activité. Si vous avez l'automobile, vous avez le cosmétique, l'éclairage, l'électronique, électroménager, informatique, mobilier, porcelaine, présentoir et verrerie. Donc ce sont des entreprises qui cherchent à réduire leur impact en termes d'emballage, c'est ça, qui peuvent faire appel à vous? Alors, si vous voulez, nos produits aujourd'hui sont utilisés très souvent pour remplacer le polystyrène et les plastiques. D'accord. Ça, on fait appel à nous. Alors, on fait appel à nous dans l'ensemble du processus, c'est-à-dire qu'on se rapproche de nous déjà, et pour la plupart du temps, pour des raisons écologiques. Et ensuite, on nous met dans les mains, si vous voulez, un emballage, soit de substitution, soit effectivement un nouvel emballage. Et tout ça, on est aujourd'hui dans l'accompagnement dans sa globalité. C'est-à-dire que nous prenons en charge le produit, nous concevons avec nos bureaux d'études, et nous allons même plus loin, puisque nous avons un laboratoire qui fait aujourd'hui 30 protocoles pour certifier ISTA. Merci beaucoup Antonio Coelho, à bientôt sur Bismart for Change. Je voudrais remercier rapidement Alexis Mathieu, Marie Billat, Juliette Milieri à la programmation, à la production, Xavier Sanchez le réalisateur, Thibaut Goury-Lafont au son. Belle journée.